Les tarifs douaniers, ce ne sont pas juste des taxes. Ce sont de véritables secousses économiques. Quand la guerre commerciale lancée par Donald Trump s'est abattue sur le Canada, les dégâts ont été bien plus qu'un simple affront politique. L'acier, l'aluminium et même le sirop d'érable ont été pris pour cible. Alors, dans une situation aussi tendue, que fait un pays quand son principal partenaire commercial lui tourne le dos? Est-ce qu'il cède? Ou est-ce qu'il contre-attaque? Le Canada a choisi une troisième voie, celle de l'audace. Plutôt que de s'enfermer dans le conflit, il a pris de la hauteur. Il s'est tourné vers le reste du monde, de nouveaux alliés, des accords commerciaux inédits et des bouées de sauvetage insoupçonnées. Et le plus étonnant, ce sont parfois des pays inattendus qui ont tendu la main au Canada, pendant que les États-Unis se repliaient. Certains de ces partenaires sont même en train, tranquillement, de devenir plus proches commercialement que l'Amérique elle-même. Voici comment tout a changé. Numéro 10, l'Union européenne. Quand les exportations canadiennes ont commencé à vaciller et que les États-Unis, leur partenaire numéro 1, imposaient des taxes punitives, le Canada s'est retrouvé dans une impasse. Alors, vers qui se tourner? La réponse, l'Union européenne, une puissance économique regroupant des dizaines de marchés. Grâce à l'accord CETA, signé discrètement quelques années auparavant, les exportations canadiennes vers l'Europe ont bondi de plus de 25%, atteignant des dizaines de milliards. Et ce n'est pas uniquement l'œuvre des grandes entreprises. Des PME canadiennes, parfois familiales, ont soudain vu leurs produits s'exporter à Amsterdam, Milan ou encore Stockholm. Pourquoi voit-on des produits agricoles canadiens remplacer ceux cultivés localement en Europe? Pourquoi des entreprises européennes injectent-elles autant d'argent dans les technologies propres venues du Canada? Simple, alors que les États-Unis érigeaient des murs, l'Europe, elle, a ouvert ses portes. Et le Canada ne s'est pas fait prier pour entrer. Numéro 9, l'Indonésie. Un des partenaires commerciaux les plus dynamiques du Canada ces dernières années ne se trouve ni en Amérique du Nord, ni en Europe. Il s'agit de l'Indonésie, le 4e pays le plus peuplé au monde. Une alliance que peu avaient vu venir. À la fin de 2024, le Canada et l'Indonésie ont signé un accord majeur, le Partenariat économique global Canada-Indonésie. Ce traité a ouvert les vannes vers une économie qui pourrait devenir la 4e mondiale d'ici 2045. Résultat immédiat, explosion des exportations agricoles, investissement massif dans le secteur technologique et même dans l'éducation. Mais ce n'est que la surface. Avec une classe moyenne en pleine expansion, l'Indonésie commence à voir le Canada comme un fournisseur haut de gamme, synonyme de qualité. De Jakarta à Surabaya, les entreprises canadiennes affluent, avec des offres allant du blé à l'énergie verte. Pourquoi ce pays d'Asie du Sud-Est mise-t-il autant sur le Canada? Parce que ce dernier a su se réorienter stratégiquement vers l'Est, à un moment où l'Ouest devenait incertain. Et le pari rapporte gros. Petite parenthèse, si ce genre d'analyse vous plaît, pensez à vous abonner. Ça nous permet de continuer à vous livrer des contenus fiables, clairs et basés sur des faits, pas du bruit. Numéro 8, l'Équateur. Ce n'est pas une superpuissance. En fait, ce n'était même pas l'un des 10 principaux partenaires commerciaux du Canada. Et pourtant, face à la pression des tarifs américains, le Canada a décidé de regarder plus au sud, vers un pays que presque personne n'attendait, l'Équateur. Début 2025, les deux pays ont finalisé le 16e accord de libre-échange du Canada. L'Équateur, souvent éclipsé par ses voisins plus grands, possède pourtant un atout crucial. Il est riche dans des secteurs stratégiques pour le Canada, comme l'agriculture, l'exploitation minière et l'énergie propre. Sa position géographique, tout près des grandes routes maritimes du Pacifique, en fait également une porte d'entrée idéale vers l'Amérique du Sud. Désormais, des produits canadiens, engrais, technologies, services circulent plus facilement vers cette région. En retour, les produits équatoriens trouvent leur place sur les étagères canadiennes. Mais au-delà de ce simple partenariat, c'est une dynamique qui s'installe. En moins de 10 ans, le Canada a tissé des accords commerciaux avec 5 pays d'Amérique latine. Ce n'est plus un simple détour face aux tensions avec Washington. C'est un vrai virage vers les marchés émergents. Car quand un petit partenaire devient une rampe de lancement vers tout un continent, et que des économies qu'on croyait marginales deviennent les piliers de la croissance canadienne, on comprend que ce mouvement n'est pas temporaire. Ce qui a commencé comme une réponse défensive est en train de devenir une stratégie gagnante à long terme. Et devinez quoi? Ce n'est que le début. Numéro 7, la Chine. Parmi tous les virages économiques que le Canada a pris durant la crise des tarifs douaniers, celui-ci est sans doute le plus inattendu. En dépit des tensions diplomatiques et des enjeux géopolitiques lourds, les échanges commerciaux avec la Chine, la deuxième plus grande économie du monde, n'ont pas ralenti. Au contraire, ils ont continué à grimper. Prenons un exemple concret. En 2024, les exportations canadiennes de produits de la mer vers la Chine ont tout simplement triplé.
On parle de plus de 1,4 milliard de dollars. Homard, crabe, saumon, la Chine est désormais l'un des plus gros clients du Canada dans ce secteur. Et ce n'est pas tout. L'appétit chinois s'est aussi porté sur les ressources naturelles, l'énergie, les produits agricoles. Même lorsque le climat politique était électrique, les affaires, elles, ont continué à prospérer. Mais ce qui rend cette relation vraiment fascinante, c'est la stratégie derrière. Alors que les États-Unis se repliaient sur eux-mêmes, multipliant les barrières commerciales, le Canada, lui, a préféré lever les yeux vers de nouveaux horizons. Des investisseurs chinois ont commencé à s'intéresser de près aux technologies propres canadiennes. Les universités canadiennes ont vu affluer les étudiants venus de Chine, créant un pont économique, mais aussi culturel. Pourquoi ce lien fonctionne-t-il encore, malgré toutes les embûches? Parce que, très souvent, l'économie trace sa route là où la politique s'embourbe. Chacun y trouve son intérêt. La Chine voit dans le Canada un partenaire fiable, capable de lui fournir des ressources de qualité dans un environnement stable. Et le Canada, de son côté, ne peut ignorer un marché d'une telle ampleur. Quand les caméras s'éteignent, quand les gros titres disparaissent, les conteneurs, eux, continuent de circuler. Et c'est là qu'on comprend. Ce partenariat, aussi complexe soit-il, est devenu l'un des plus essentiels pour l'économie canadienne. Ce n'est pas une question d'affinité politique. C'est une question de survie, d'adaptation. Et si le Canada a su s'en sortir ici, imaginez les progrès qu'il est en train de faire ailleurs. Numéro 6, le Japon. Pour échapper à l'étau des nouveaux tarifs américains, le Canada n'a pas seulement regardé autour de lui. Il a levé les yeux vers l'Asie, et en particulier vers un allié discret mais redoutablement efficace, le Japon. Grâce à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, le fameux CPTPP, le Japon est devenu un pilier fondamental de la stratégie de diversification commerciale canadienne. Et les résultats ont été impressionnants. En 5 ans à peine, les exportations canadiennes vers les pays membres du CPTPP ont grimpé de 38%, avec le Japon en tête du peloton. De la viande de bœuf à l'huile de canola, en passant par les pièces aéronautiques et les ressources énergétiques, les marchés japonais ont largement ouvert leurs portes aux fournisseurs canadiens. Mais ce qui a vraiment surpris le monde, c'est l'explosion de la demande japonaise pour les produits agricoles du Canada. Du blé de haute qualité, du porc, et même des bleuets surgelés, se sont imposés dans les rayons nippons. En parallèle, les entreprises canadiennes ont obtenu un accès privilégié au gigantesque secteur technologique japonais, un marché qui se chiffre en milliers de milliards. Ce partenariat n'a jamais été aussi stratégique. Pourquoi? Parce que là où certains hésitaient, le Japon, lui, a foncé. Son appétit était constant, ses règles claires, et ça, pour les exportateurs canadiens, c'était devenu rare, une vraie sensation de sécurité. Alors que se passe-t-il quand deux pays portés par l'innovation et avares en ressources s'unissent économiquement? Ce n'est plus seulement du commerce. C'est une transformation. Le Canada n'a pas trouvé un simple client, il a découvert un partenaire de long terme, fiable, solide, engagé. Et le plus étonnant, tout cela s'est fait dans le calme, sans tambour ni trompette. Pas de gros titres, mais des milliards en jeu, des emplois créés, et un nouvel équilibre qui redessine la carte du commerce mondial. Numéro 5, la Corée du Sud. Alors que les tensions montaient et que les taxes américaines commençaient à grignoter les revenus canadiens, un autre poids lourd asiatique a discrètement renforcé son partenariat avec le Canada. Ce pays, c'est la Corée du Sud. En place depuis 2015, l'accord de libre-échange entre les deux nations est soudain devenu plus crucial que jamais. Face à l'incertitude venue des États-Unis, la Corée du Sud a augmenté ses importations de bœuf canadien, de bois, de fruits de mer, et bien plus encore. Aujourd'hui, elle figure parmi les 7 plus grands partenaires commerciaux du Canada et elle continue de grimper. Mais au-delà des matières premières, cette alliance s'est étendue à des secteurs bien plus stratégiques. L'industrie automobile et l'électronique sud-coréenne, parmi les plus avancées au monde, se sont mises à sourcer davantage de composants et de ressources canadiennes. En retour, des entreprises canadiennes ont pu accéder à l'infrastructure technologique de pointe et au centre de recherche de Séoul et au-delà. Pourquoi est-ce si important? Parce que la Corée du Sud ne se contente pas de produire, elle innove à grande vitesse. Et elle voit dans le Canada un partenaire fiable pour l'avenir, notamment dans les domaines de l'énergie propre, des matériaux pour batteries et même de l'intelligence artificielle. Lithium, cobalt, hydrogène, tous ces éléments clés pour la transition énergétique trouvent désormais une place dans les chaînes d'approvisionnement sud-coréennes. Et pendant que d'autres pays peinaient à établir de nouveaux liens, le Canada, lui, avait déjà préparé le terrain. La Corée du Sud n'a pas seulement tendu la main, elle a agi. Et elle a montré que des relations commerciales bien construites portent leurs fruits quand la tempête éclate. Que se passe-t-il quand la technologie rencontre la confiance? On obtient un partenariat capable de s'épanouir même en pleine turbulence.
Numéro 4, le Mexique. Quand les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis sont devenus un véritable champ de mines, Ottawa n'a pas simplement cherché des solutions à l'autre bout du monde. Non, parfois, la réponse se trouve juste de l'autre côté de la frontière sud. Et c'est là qu'un partenaire inattendu s'est révélé crucial, le Mexique. Grâce à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le CUSMA, le Mexique a apporté ce que personne n'avait vraiment anticipé, de la stabilité. Tandis que le Canada et les États-Unis se livraient à des bras de fer sur les taxes concernant l'acier, l'aluminium ou les produits laitiers, le Mexique est devenu une sorte de soupape de sécurité. En 2024, les exportations canadiennes vers le Mexique ont atteint un record de 122,4 milliards de dollars. Ce bond est largement porté par la demande croissante en machines utiles, en pièces pour l'aérospatiale et en produits agricoles. Mais ce partenariat ne s'est pas limité à limiter les dégâts. Il a ouvert la porte à de nouvelles opportunités. Alors que les tarifs américains perturbaient les chaînes d'approvisionnement classiques, les fabricants canadiens et mexicains ont resserré leurs liens. Résultat, une envolée des projets conjoints dans l'automobile et l'électronique. Et côté alimentation, de plus en plus d'importateurs mexicains se tournent vers le blé ou les lentilles canadiennes, souvent moins chères que celles en provenance des États-Unis. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'industrie manufacturière mexicaine, en plein essor, dépend fortement des importations pour fonctionner. Et c'est là que le Canada est devenu, en peu de temps, un fournisseur stratégique. Ce partenariat a généré des milliers d'emplois au Canada, des milliards de dollars d'échanges bilatéraux, et une coopération qui dépasse maintenant le simple cadre régional. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'au moment où plusieurs relations commerciales vacillaient, le lien avec le Mexique, lui, est resté solide. Les échanges n'ont pas juste été maintenus, ils ont prospéré. Alors que les projecteurs étaient braqués sur les tensions avec Washington, un autre récit prenait forme, plus discret, mais tout aussi puissant, dans le sud de l'Amérique du Nord. Alors pose-toi cette question. Que se passe-t-il quand deux puissances moyennes décident de ne plus attendre les décisions des géants et de bâtir leur propre voie? Numéro 3, les Philippines. Dans la course pour remplacer des liens commerciaux fragilisés, le Canada n'a pas misé uniquement sur les grandes puissances. Il a aussi jeté son dévolu sur un archipel composé de plus de 7000 îles. Et les résultats ont largement dépassé les attentes. Cette nation, les Philippines. Tu serais surpris de voir à quel point cette relation a pris de l'ampleur. En 2024, les exportations canadiennes vers les Philippines ont dépassé les 2,3 milliards de dollars, une hausse de 35% en seulement 2 ans. Qu'est-ce qui explique cette montée en flèche? Une forte demande pour la viande, les céréales comme le blé et les engrais canadiens. De leur côté, les entreprises philippines injectent massivement des fonds dans l'agriculture canadienne, les énergies renouvelables et même les services d'éducation. Mais cette collaboration va bien au-delà du simple commerce. Les Philippins représentent l'une des communautés immigrantes qui croît le plus rapidement au Canada, ce qui tisse des liens culturels puissants, capables d'alimenter des partenariats économiques solides. Les étudiants philippins sont désormais parmi les plus nombreux à s'inscrire dans les universités canadiennes, injectant des millions de dollars dans le secteur éducatif tout en construisant une relation de confiance à long terme. Et ce n'est pas tout. Alors que de grandes puissances comme la Chine cherchent à étendre leur influence en Asie du Sud-Est, le Canada, lui, avance calmement, sans faire de vagues. Les entreprises philippines choisissent des partenaires canadiens pour des projets dans la tech, la sécurité alimentaire, voire la gestion des catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que la confiance, ça compte. Et le Canada a su la gagner. Quand on allie des valeurs communes à une stratégie commerciale intelligente, on ne fait pas que vendre plus. On se fait des alliés. Des vrais. Numéro 2, le Vietnam. Quand les droits de douane américains ont commencé à peser lourd sur les exportations canadiennes, il fallait agir vite, trouver de nouveaux partenaires. Mais peu auraient parié sur un pays autrefois ravagé par la guerre pour devenir un acteur économique de premier plan. Et pourtant, c'est exactement ce que le Vietnam a fait. Depuis que Hanoï a rejoint l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, PTPGP, les échanges avec le Canada ont littéralement explosé. En 2024, les exportations canadiennes vers le Vietnam ont dépassé les 1,6 milliard de dollars, soit une hausse de plus de 40% en 5 ans. Et cette dynamique ne montre aucun signe de ralentissement. Pourquoi un tel boom? Parce que le Vietnam connaît une croissance fulgurante. Sa classe moyenne s'élargit, ses usines tournent à plein régime, et il est avide des produits que le Canada sait offrir. Des aliments durables, du bois de qualité, des fruits de mer et des technologies vertes. Aujourd'hui, on retrouve du bœuf canadien, des lentilles et des produits laitiers dans les rayons des supermarchés vietnamiens. Mais là encore, ce n'est pas à sens unique. Des entreprises technologiques vietnamiennes s'implantent en Colombie-Britannique et en Ontario, notamment dans le secteur des énergies propres. Les exportations éducatives augmentent aussi,
avec de plus en plus d'étudiants vietnamiens qui choisissent le Canada pour leurs études, renforçant les liens économiques à long terme. Et voilà une question à se poser. Que fait un pays en pleine industrialisation quand il cherche à se libérer de sa dépendance vis-à-vis de la Chine ou des États-Unis? Il se tourne vers des partenaires fiables. Et le Canada, avec ses politiques stables et ses produits haut de gamme, se retrouve en tête de liste. Ce n'est pas juste du commerce, c'est une transformation. Le Canada ne fait pas que vendre, il construit une stratégie à long terme pour s'imposer durablement en Asie. Et le Vietnam, longtemps ignoré, en est devenu une pièce maîtresse. Numéro 1, l'Australie. Ce partenariat n'a pas fait les gros titres. Il n'a pas déclenché de crise ni de polémique. Et pourtant, il a été décisif pour le Canada dans sa gestion des tensions commerciales avec les États-Unis. Ce pays, c'est l'Australie. Discrètement mais sûrement, la coopération entre les deux nations s'est renforcée. Tous deux membres du PTPGP, le Canada et l'Australie ont vu leurs échanges croître de 30% depuis 2018. En 2024, les exportations canadiennes vers l'Australie ont franchi la barre des 4,2 milliards de dollars. Et pas seulement dans les secteurs attendus. On parle aussi de pharmaceutique, de technologie de pointe, d'éducation, d'exploitation minière et de fabrication avancée. Pourquoi cette alchimie? Parce que l'Australie avait besoin de ce que le Canada avait à offrir. Des matériaux essentiels comme le lithium ou les terres rares, une alimentation durable et des équipements industriels performants. Et de son côté, le Canada cherchait un partenaire fiable, avec des normes similaires et des valeurs communes. Pas étonnant que de plus en plus d'entreprises canadiennes s'installent à Melbourne ou Sydney. L'Australie, c'est une porte d'entrée stable et anglophone vers toute la région Asie-Pacifique. Même les universités canadiennes s'y mettent. Des doubles diplômes sont mis en place avec des établissements australiens, favorisant les échanges étudiants et les synergies économiques à long terme. Mais ce qui redéfinit vraiment la donne, c'est la technologie climatique. Les deux pays s'engagent sérieusement dans la transition vers le net zéro, et ça se traduit par des partenariats dans l'hydrogène vert, la capture du carbone ou l'agriculture durable. Ce sont là des secteurs qui pèseront des milliards à l'avenir. Ce n'est plus juste un partenariat, c'est une alliance stratégique. Deux économies alignées qui tracent leur propre route, loin du tumulte mondial. Pas de drame, pas de fracas médiatique. Juste des choix intelligents et des résultats qui montent en flèche. Alors pendant que les projecteurs étaient braqués sur les tensions avec les États-Unis, le Canada, lui, avançait en silence. De l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique latine et l'Océanie, il ne s'est pas contenté de survivre. Il a transformé la crise en stratégie globale. Ces 10 pays n'ont pas juste aidé ponctuellement. Ils sont devenus des partenaires essentiels, des passerelles vers l'avenir. Et au final, l'histoire du commerce canadien ne parle pas de pertes, mais de gains.